Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire donc sur le risque incendie, quels moyens de prévention et de protection mettre en place. Donc nous faisons partie du groupe Lefebvre Dalloz, donc moi-même Laura Guégan, rédactrice et ingénieure HSE, donc avec ma collègue Maëwen Portier, consultante HSE. Nous allons vous présenter un webinaire qui va se structurer en deux parties. Donc je vais tout d'abord vous faire une partie plutôt théorique et Maëwen enchaînera avec une démonstration du module gestion des équipements de Previsoft. Donc, je vais tout d'abord vous ouvrir un sondage auquel vous allez pouvoir répondre dans la colonne de droite sur votre fonction. Je le clôturerai à la fin de ma partie. Donc, à noter que vous aurez accès à un replay de ce webinaire. Vous pourrez également télécharger le support PDF à la fin du webinaire et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra un petit temps pour y répondre à la fin. Donc, pour introduire le sujet et vous montrer l'importance du risque incendie en entreprise, nous allons débuter donc avec quelques chiffres. Tout d'abord, quelles sont les conséquences du risque incendie? Donc, chaque année, en moyenne, on peut dénombrer 250 accidents donc, qui engendrent un arrêt de travail dû à un incendie, dont 15 accidents graves qui impliquent une incapacité permanente. On a également entre 1 et 2 décès chaque année du fait des incendies. À noter donc que 80% des décès sont dus à l'intoxication, puisque les fumées tuent davantage que les flammes. Au niveau du moment auquel ont lieu les incendies, donc selon les chiffres, 70% des incendies ont lieu la journée et 70% des incendies mortels ont lieu la nuit. Pourquoi on a plus d'incidents mortels la nuit? C'est vrai que dans la majorité des cas en entreprise, on a moins de personnes sur site la nuit et la prise en charge de l'incendie, le temps de prise en charge est souvent plus important. Enfin, dernier point notable en matière de données chiffrées, donc à noter que 70% des entreprises qui sont victimes d'un sinistre majeur, d'un incendie majeur, disparaissent dans les mois qui suivent. Donc, dit autrement, ça veut dire que seulement 30% des entreprises se relèvent à la suite d'un incendie, donc part vraiment très faible. Afin d'éviter la survenue d'un incendie en entreprise, elles doivent mettre en place et maîtriser donc les 3 éléments du triangle du feu, puisque 3 conditions doivent être réunies en même temps pour qu'on ait une combustion, un incendie. Donc ces 3 conditions, c'est tout d'abord la présence d'un comburant, souvent l'oxygène de l'air, également la présence d'un combustible qui peut être solide, liquide, gazeux, et enfin la présence d'une source d'inflammation. Source d'inflammation, on peut avoir un arc électrique, une flamme, de la chaleur, une réaction chimique également, des étincelles par exemple. Donc les entreprises doivent mettre en place donc différents moyens afin de supprimer un des 3 éléments du triangle du feu, ou du moins de maîtriser ces 3 éléments du triangle du feu. La problématique de l'incendie, elle est vraiment à prendre en compte donc par toutes les entreprises, toutes les organisations, puisque toutes les activités sont concernées par le risque incendie. Après, c'est vrai qu'on va avoir des secteurs qui seront plus vulnérables au risque incendie, notamment tout ce qui sera activité de traitement de déchets, avec par exemple les fours qu'on va avoir pour brûler les déchets. Tout ce qui sera aussi les commerces, les entrepôts, donc avec les entrepôts de stockage. On a également un risque incendie assez important au niveau de tout ce qui est l'industrie chimique, avec les réactions entre les différents produits chimiques, ou encore, par exemple, au niveau des industries du bois. Donc, pour faire face au risque incendie, il est judicieux de mettre en place une prévention donc à 2 niveaux, avec d'un côté une prévention au niveau de la sécurité des personnes et de l'autre une prévention au niveau de la sécurité des biens, qui elle est davantage demandée par les assureurs. Donc, en plus des conséquences sur les personnes et sur les biens, l'incendie donc a également des conséquences environnementales qui peuvent prendre la forme donc de pollution, que ce soit des cours d'eau, des nappes phréatiques, mais aussi des pollutions au niveau de l'air environnant d'un site industriel, par exemple.
L'incendie a aussi des conséquences financières, bien évidemment, pour une entreprise qui est touchée. Donc, vous pouvez voir sur le graphique sur à la droite de la slide, notamment avec en premier donc le sinistre maximum possible, où les conséquences financières vont être vraiment importantes puisque rien n'est mis en place pour combattre l'incendie. Ensuite, des conséquences financières un peu moindres pour le sinistre raisonnablement escomptable initial, donc quand le feu va pouvoir être combattu avec des protections incendie automatiques et manuelles. Et enfin, des conséquences financières proches de zéro, donc pour le sinistre raisonnablement escomptable, après recommandation des assureurs notamment. Autre conséquence de l'incendie en entreprise, on va parler là de l'engagement de la responsabilité pénale de l'employeur. Donc, on vous a mis une jurisprudence pour illustrer ce cas. Donc, dans cette situation, un employeur avait été autorisé à exploiter un site par le préfet. Malheureusement, du fait d'un échauffement d'un matériel électrique, on a eu un incendie, donc un incendie involontaire. Une enquête a suivi. Et elle a révélé donc que l'employeur avait manqué à de nombreuses obligations de sécurité et de prudence. Donc ces manquements, ils portaient notamment sur tout ce qui est le système de désenfumage, l'isolement du bâtiment, l'absence de formation incendie pour les salariés qui intervenaient au sein de l'entreprise, et également des manquements au niveau de l'installation d'extinction automatique à eau, qu'on appelle aussi sprinkler. Donc, il ressort de cette jurisprudence que l'employeur a engagé sa responsabilité pénale, même si les différents manquements que je vous ai cités ne sont pas à l'origine de l'incendie volontaire et que ces manquements ont seulement favorisé la propagation de l'incendie. Donc, cette jurisprudence, elle démontre bien donc l'importance de mettre en place des mesures de prévention et de protection du risque incendie en entreprise et de vraiment être assidu sur le suivi de ces mesures. Donc après cette petite introduction, on va vous présenter donc ce que peut faire une entreprise pour éviter un incendie, avec tout d'abord la mise en place donc d'équipements de détection incendie. Et plus précisément, dans un premier temps, la mise en place donc d'une installation de détection incendie. Cette installation, donc, elle va avoir pour objectif d'effectuer une détection précoce afin d'agir rapidement. L'installation de détection incendie, donc elle prend la forme d'une détection automatique d'incendie réalisée avec ce qu'on appelle un système de détection incendie. Dans cette installation, on va avoir des détecteurs qui peuvent être donc de différents types, des détecteurs de fumée et de chaleur, des détecteurs uniquement de fumée, uniquement de chaleur, ou bien que de particules. Et donc, lorsque des seuils sont dépassés et que les détecteurs se déclenchent, on peut avoir donc différents types d'alarmes. On va avoir de la détection simple, de la détection double et également de la détection en boucle, c'est-à-dire qui nécessitera une confirmation d'alarme. À noter aussi qu'il est possible d'avoir une détection incendie par vidéo. En lien donc avec la présentation que va vous faire Maëwen par la suite du module équipement de Previsoft, on vous rappelle donc dans ce webinaire tout ce qui va concerner les vérifications périodiques obligatoires des équipements incendie. Donc à savoir que le Code du travail fixe un minimum réglementaire pour tout ce qui est vérification périodique obligatoire et que les règles APSAT, qui sont des règles rédigées par les assureurs et souvent obligatoires donc pour l'établissement du contrat d'assurance, viennent fixer donc des dispositions plus strictes pour tout ce qui est vérification périodique obligatoire. Donc là, pour l'installation de détection d'incendie, c'est la règle APSAD R7 qui régit les dispositions en matière de visite périodique obligatoire. Et donc, elle demande une visite de conformité donc à la mise en service ou après modification et également ensuite tous les 10 ans et également une maintenance préventive qui doit avoir lieu tous les 6 mois. Donc, autre précision sur la sécurité incendie, mais de façon plus générale. Donc, pour les établissements de grande taille, notamment, il peut être judicieux d'avoir une personne compétente désignée qui peut prendre en charge la sécurité incendie du site et, par exemple, s'occuper du suivi de toutes ces vérifications périodiques obligatoires. Pour ces vérifications obligatoires, il faut qu'elle soit évidemment tracée par écrit via un registre de sécurité ou toute autre forme, afin d'avoir donc la preuve de la bonne réalisation de ces vérifications périodiques obligatoires. Donc, en cas de déclenchement d'un incendie, il va être important donc d'intervenir le plus rapidement possible sur le départ de feu. Et donc, pour ça, il sera nécessaire d'avoir une équipe incendie.
Donc, la composition de cette équipe incendie, elle est d'un côté faite avec les chargés d'intervention. Donc, dans les chargés d'intervention, on aura les équipiers de première intervention, les EPI, qui auront donc pour rôle d'avertir de façon immédiate en cas de découverte d'un début d'incendie dans leur secteur de travail. Ils devront aussi donc intervenir avec les moyens qui sont disponibles au sein de leur zone de travail, c'est-à-dire au moins des extincteurs. On va aussi avoir donc les équipiers de seconde intervention, les ESI, qui, quant à eux, donc vont se parer donc s'équiper de moyens d'intervention supplémentaires à ceux déjà utilisés par les équipiers de première intervention. Donc par moyens d'intervention supplémentaires, on entend notamment robinet d'incendie armé, par exemple. Et donc enfin, dernier rôle parmi les chargés d'intervention, on peut avoir et nommer donc des responsables qu'on va appeler coupure, arrêt, qui auront donc pour rôle de couper les arrivées d'énergie, le gaz, l'électricité, de fermer les vannes de barrage afin d'éviter donc toute pollution des eaux en externe au site et également d'arrêter les machines, donc là pour éviter tout suraccident, notamment d'origine électrique. Pour ces différents rôles au sein de l'équipe incendie, il faudra donc nommer des personnes titulaires, bien évidemment, mais également des personnes suppléantes, donc afin de faire face aux différentes absences qui peuvent avoir lieu, que ce soit pour congé ou par exemple avec le télétravail. Cette équipe incendie, elle doit aussi être mise à jour de façon régulière et réactive, donc pour prendre en compte que ce soit tout départ dans l'entreprise, tout mouvement de poste, par exemple. Autre côté de l'équipe incendie, on va avoir donc les chargés d'évacuation, avec là les guides fil, qui sont les personnes qui sortent en première des bâtiments. Les guides fil, donc ils vont mener les salariés de leur secteur vers la sortie de la plus proche dans un premier temps, et ensuite vers le point de rassemblement. Les guides fil, ils peuvent effectuer l'appel au point de rassemblement au moyen d'une liste de présence, mais il n'y a aucune obligation que ce soit le guide fil qui réalise cet appel. Ça peut aussi être une autre personne désignée uniquement pour la fonction d'appel au point de rassemblement. Et donc enfin, les guides fil coordonnent la réintégration des bâtiments, c'est-à-dire une fois soit l'exercice d'évacuation terminé, soit l'incendie circonscrit, les guides fil donc vont permettre la réintégration des bâtiments pour l'ensemble des salariés. Autre rôle, on va avoir les serfils qui, eux, sortent en dernier des bâtiments. Donc, ils vont vérifier que personne n'est resté en arrière dans les locaux. Pour cela, ils vont passer donc dans toutes les pièces de leur zone de travail, que ce soit les vestiaires, les sanitaires. Ils devront également fermer les portes, interdire tout retour en arrière. C'est-à-dire si quelqu'un veut retourner chercher son sac, sa veste qu'il a oublié, eh bien non, ça va être le rôle du serfil de l'en empêcher. Et le serfil va aussi, une fois qu'il sera sorti du bâtiment, informer le guide fil donc qu'il n'y a plus d'occupants dans les locaux, que les locaux sont bien vides de tout occupant. Une bonne pratique en matière de guide fil et de serfil, ça va pouvoir être d'avoir un guide fil et un serfil pour 15 salariés. Donc c'est vraiment une bonne pratique. Le code du travail n'oblige en rien sur ce point, mais donc ça va être à l'employeur, à l'entreprise de définir son nombre de guide fil et de serfil. Et pour cela, il faudra évidemment prendre en compte le risque incendie qui est présent au sein de l'entreprise. Donc, pour que chacun sache ce qu'il a à faire en cas d'incendie, l'employeur doit mettre en place donc une consigne de sécurité incendie. Donc, cette consigne de sécurité, elle est obligatoire pour les établissements de plus de 50 personnes et ceux où sont utilisées des matières inflammables. À noter que pour les établissements de moins de 50 personnes, même si la consigne de sécurité incendie n'est pas obligatoire, ils doivent tout de même donc créer des instructions afin d'assurer donc l'évacuation rapide de leur site. Concernant le contenu de cette consigne de sécurité incendie, donc il est défini par le Code du travail. On va y retrouver notamment tout ce qui va concerner le matériel d'extinction et de secours, également les moyens d'alerte. On aura aussi dedans tout ce qui concerne les personnes en charge, que ce soit de l'utilisation du matériel d'extinction, en charge de
diriger l'évacuation, ou bien les personnes donc chargées de prévenir les pompiers. On aura aussi des informations dans cette consigne concernant les différentes mesures sur l'alerte, l'adresse, le numéro d'appel téléphonique, et enfin la consigne devra rappeler donc le devoir de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours donc pour les salariés de l'entreprise. En pratique, la consigne de sécurité incendie, elle va prendre la forme donc d'un plan avec des instructions. Ça peut être un plan d'évacuation qui lui sera placé donc dans les locaux et un plan d'intervention qui lui sera placé aux différentes entrées donc et qui est plus à destination des secours et des sapeurs-pompiers. Concernant donc l'affichage de cette consigne de sécurité incendie, pour les établissements de plus de 50 personnes, là aussi, elle devra être affichée de manière très apparente au niveau des accès aux étages et également à proximité donc des escaliers et des ascenseurs. Il sera obligatoire de l'afficher donc dans les locaux où on va trouver plus de 5 salariés, également dans les locaux où on va avoir des substances inflammables ou explosives, et enfin dans les locaux ou au niveau des dégagements qui ensuite desservent un groupe de locaux. Comme pour l'équipe incendie, la mise à jour de la consigne de sécurité incendie doit être réactive, puisqu'elle doit prendre en compte les différentes modifications, que ce soit de structure, d'affectation des locaux ou encore des moyens d'intervention incendie mis en place. Et cette consigne, elle doit être communiquée à l'inspection du travail. Il ne va pas suffire donc d'avoir une consigne de sécurité incendie, mais il va falloir que le personnel, que les salariés soient formés à cette consigne. Donc le Code du travail oblige l'employeur à diffuser et à communiquer la consigne de sécurité incendie à tout son personnel. Au niveau du contenu de cette formation, ça sera sensiblement le même que celui de la consigne de sécurité incendie. On aura une sensibilisation incendie, la conduite à tenir, que ce soit en cas de départ de feu, pour la reconnaissance du signal d'alarme, pour la mise en sécurité de son poste, également les consignes pour l'évacuation, le confinement, tout ce qui concernera la localisation et l'utilisation des espaces d'attente sécurisés, les EAS, qui sont utilisés donc pour l'évacuation des personnes handicapées au sein des salariés. Et on retrouvera également donc dans cette formation à la consigne de sécurité incendie tout ce qui est utilisation des moyens de premier secours. En plus de cette formation à la consigne de sécurité incendie, il est important de mettre en place des formations spécifiques donc pour les personnes en charge d'un rôle particulier. Donc par rôle particulier, on entend donc les rôles qu'on a pu voir précédemment au sein de l'équipe incendie. Des recyclages devront aussi être mis en place pour tout ce qui sera les manipulations d'extincteurs, de robinets d'incendie armés et les rôles spécifiques. Donc, il est évidemment obligatoire de former son personnel permanent en CDI à la consigne de sécurité incendie, mais il ne faut pas oublier la formation, que ce soit des intérimaires, des stagiaires, des alternants ou encore des sous-traitants à cette consigne de sécurité incendie. Et donc, cette formation doit être effectuée dès leur arrivée au sein du site sur l'entreprise. Donc, une fois qu'on va avoir notre détection incendie, notre équipe incendie, une consigne de sécurité incendie et du personnel formé à cette consigne, il va être important donc de mettre en place un dispositif d'alarme et d'alerte. Donc tout d'abord, concernant le dispositif d'alarme, il va permettre donc d'avertir de façon immédiate les personnes présentes dans l'entreprise afin de leur donner l'ordre d'évacuer. Le système d'alarme sonore, il va être obligatoire donc pour les mêmes seuils que précédemment pour les entreprises de plus de 50 personnes et les établissements où sont utilisées des matières inflammables. Bien évidemment, ça peut être une bonne pratique de mettre en place ce système d'alarme sonore quand on a moins de 50 salariés. L'alarme sonore générale, donc elle devra être donnée par bâtiment, notamment si l'établissement a plusieurs bâtiments qui sont isolés les uns des autres. Ce signal sonore, il ne devra pas être confondu avec d'autres signaux sonores utilisés dans l'entreprise. On devra pouvoir l'entendre donc n'importe où dans un bâtiment ou dans l'entreprise pendant tout le temps de l'évacuation. Et l'autonomie de ce signal sonore d'alarme générale doit être d'au minimum 5 minutes. Donc pourquoi 5 minutes Parce qu'en fait, c'est le temps d'évacuation qui est préconisé. Point à retenir également, donc afin de prendre en compte la présence de personnel handicapé au sein de l'entreprise, le signal d'alarme sonore, il doit être complété par des signaux visuels ou également des signaux qui font appel à des vibrations.
toujours concernant notre déclenchement de l'alarme, ce déclenchement, il peut être automatique ou bien manuel. On va avoir plusieurs types d'équipements d'alarme qui existent et qui peuvent notamment être composés, que ce soit de déclencheurs manuels, de blocs autonomes d'alarme sonore, de diffuseurs sonores, bien évidemment, ou encore d'une unité de gestion de l'alarme. Tout ce système d'alarme global va devoir lui aussi être vérifié de façon périodique, avec des vérifications périodiques, donc à la mise en service, puis tous les 6 mois qui concerneront le bon fonctionnement et l'efficacité des signaux lumineux et acoustiques, et des vérifications périodiques à mettre en place de façon annuelle concernant notamment les alimentations de secours. Donc, l'alarme qu'on vient de voir, elle permet d'avertir en interne et elle va être complétée donc par un dispositif d'alerte qui lui permettra de prévenir donc en externe les sapeurs-pompiers et cela donc dans les délais les plus brefs possibles. Pour prévenir donc en externe, il faudra que l'entreprise définisse une personne responsable de l'appel des secours. Également, elle devra définir le message que doit délivrer cette personne, les moyens qu'elle a pour le faire, si c'est un téléphone interne, un téléphone mobile, qui va le faire. Donc, est-ce que c'est le gardien de l'entreprise, la personne qui se trouve à l'accueil? Et il faudra aussi définir, chose très importante, les personnes qui sont chargées de l'accueil des secours sur le site. Donc ça, c'est très important si le site notamment est assez grand, puisqu'il faut que les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils arrivent sur le site, puissent rejoindre le plus rapidement possible le lieu du sinistre, le lieu de l'incendie. Donc, lorsque l'alarme se déclenche, ensuite, on va avoir un processus d'évacuation qui va devoir se mettre en place, qui va devoir avoir lieu. Pour cela, il est nécessaire d'avoir donc des itinéraires d'évacuation. Donc l'objectif de ces itinéraires, ça va être de mettre en sécurité les occupants d'un lieu de travail. Donc sur ce point, le Code du travail définit un nombre minimal de dégagements et d'issues de secours, ainsi que leur largeur. Et donc l'employeur va devoir identifier et baliser des itinéraires d'évacuation qui vont mener jusqu'au point de rassemblement. Donc là aussi, comme on l'a dit, donc vraiment se rappeler que pour l'évacuation des travailleurs handicapés, il faut prévoir des EAS, des espaces d'attente sécurisés. Afin que l'évacuation donc elle se déroule correctement, un éclairage de sécurité est également obligatoire. Il va permettre donc d'assurer l'éclairage d'évacuation, également d'assurer l'éclairage d'ambiance qu'on appelle aussi éclairage anti-panique, et il va permettre donc la mise en œuvre des mesures de sécurité ainsi que l'intervention éventuelle des sapeurs-pompiers. Donc l'éclairage de sécurité, il va avoir une utilité, il va être vraiment mis en œuvre en cas de défaillance donc de notre éclairage traditionnel. Son autonomie, elle doit être d'au moins 1 heure et l'éclairage de sécurité doit être mis en place dans les locaux où un effectif de plus de 20 personnes est présent, dans les locaux où les salariés vont avoir plus de 30 mètres à parcourir pour se trouver à l'extérieur, dans les locaux qui ne débouchent pas directement de plein pied sur un dégagement commun qui est lui-même équipé d'un éclairage d'évacuation, ou aussi sur l'éclairage de sécurité devra être mis en place dans les locaux qui ne débouchent pas directement à l'extérieur. Pour cet éclairage de sécurité, on va aussi avoir des vérifications périodiques obligatoires avec des fréquences donc soit mensuelles, avec des vérifications du passage à la position de fonctionnement et vérification de l'efficacité de la commande, et des vérifications périodiques tous les 6 mois concernant notamment l'autonomie d'au moins 1 heure de l'éclairage de sécurité. À savoir donc que des dispositions particulières viennent s'appliquer au bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. Donc on a des dispositions spécifiques au sein du Code du travail pour ce type de bâtiment, dispositions spécifiques pour l'éclairage de sécurité, mais plus globalement pour toutes les mesures de sécurité incendie, on va avoir des spécifications pour ce type de bâtiment. Enfin, dernier point de l'évacuation, le point de rassemblement, qui est en fait la destination finale du processus d'évacuation. Il va prendre la forme donc d'une zone sécurisée où tout ou partie des salariés de l'entreprise vont pouvoir se regrouper et un recensement va être effectué donc ensuite au point de rassemblement. Il doit être placé donc à l'abri des effets du sinistre, c'est-à-dire à l'abri par exemple des fumées, des rayonnements thermiques, et il est possible, il est même
conseillé d'avoir 2 points de rassemblement sur le site afin de choisir le point de rassemblement pour l'évacuation en fonction de l'orientation des vents et ainsi permettre aux salariés d'être protégés des fumées. Au point de rassemblement, donc il y a un appel qui doit être réalisé par une ou plusieurs personnes responsables désignées. Cet appel, il est réalisé donc via l'impression donc quotidienne d'une fiche de présence. Donc ça, c'est possible si on a un système de badgeage qui existe dans l'entreprise. Cette fiche de présence, elle peut être imprimée, que ce soit par la personne de l'accueil ou par le gardien du site notamment, ou toute autre personne désignée. À savoir qu'il est conseillé également donc pour les personnes qui ne sont pas dans le système de badgeage, les personnes extérieures, que ce soit les sous-traitants, les visiteurs notamment, d'avoir une liste d'émargement manuelle en fait pour savoir précisément qui est présent sur le site en cas d'évacuation. Pour les établissements de plus de 50 personnes, ils devront donc effectuer des exercices d'évacuation au moins tous les 6 mois. Donc dans le but d'améliorer les procédures d'évacuation, les mesures définies et de vérifier donc la réactivité de l'entreprise en matière d'évacuation, voir si l'évacuation est bien effectuée en moins de 5 minutes, si on n'a pas des pistes d'amélioration pour la suite. Là aussi, ça peut être vraiment une bonne pratique pour les entreprises de moins de 50 personnes d'effectuer des exercices d'évacuation, bien évidemment. Donc, afin de faire face à l'incendie, à la suite de cette évacuation, il faut que les entreprises installent donc différents équipements d'intervention, avec notamment dans un premier temps les dispositifs de désenfumage, qui auront donc pour objectif d'extraire une partie des fumées et des gaz de combustion. Ces dispositifs de désenfumage, ils vont être obligatoires dans les locaux de plus de 300 mètres carrés, situés en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que dans les locaux de plus de 100 mètres carrés aveugles et se situent en sous-sol. Et enfin, on devra avoir des dispositifs de désenfumage au niveau de tous les escaliers. Le désenfumage, il peut être soit naturel, c'est-à-dire avec des ouvertures qui communiquent directement avec l'extérieur ou bien des conduits, mais il peut aussi être mécanique, donc avec des extractions mécaniques de fumée et des amenées d'air naturels ou mécaniques. Pour le dispositif de désenfumage, ça va être la règle APSAD R17 qui définit les vérifications périodiques obligatoires, avec là une visite de conformité à la mise en service. Également une maintenance préventive à mettre en place selon la périodicité qui est indiquée dans la notice de l'installateur et également des vérifications périodiques obligatoires donc à effectuer tous les ans. Équipement d'intervention donc le plus connu, l'extincteur. Donc il faut savoir que plus on va attendre pour attaquer un début d'incendie, plus les moyens de lutte vont devoir être importants. En effet, donc au bout d'un déclenchement d'un incendie, au bout d'1 minute, un verre d'eau sera nécessaire à son extinction, alors qu'au bout de 3 minutes, il faudra 1 tonne d'eau pour l'éteindre. Donc pour cela, pour faire face à ce risque incendie, il faut que toute personne qui découvre un début d'incendie au sein d'une entreprise l'attaque de façon immédiate avec un extincteur, et cela sans attendre l'arrivée des équipiers de première intervention. Pour ce faire, donc il faut, et il est recommandé, de former l'ensemble des salariés à la manipulation des extincteurs et d'effectuer un recyclage de ces formations périodiques. Toujours sur les extincteurs, il faut porter une attention particulière donc au choix de leur emplacement. Il faut qu'ils soient accessibles, évidemment, à leur fixation. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué de les récupérer, ni trop simple. Il ne faut pas qu'on ait des chutes d'extincteurs trop fréquentes. Et il faudra aussi faire attention à la signalisation des extincteurs qui doit être vraiment bien visible. Toujours sur les extincteurs, donc le Code du travail prévoit une dotation de base obligatoire avec la mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher, donc avec un minimum d'un extincteur par niveau. Et ça s'applique donc aux établissements recevant des travailleurs. La règle APSAD R4, qui s'intéresse donc aux extincteurs, prévoit une dotation de base plus stricte, puisqu'elle différencie les activités tertiaires des activités de nature industrielle, et elle suggère également donc de mettre en place une protection supplémentaire lorsqu'une zone présente un danger particulier. Par danger particulier, on va entendre par exemple tout ce qui est les ateliers de maintenance, où on peut avoir un risque incendie accru
crues, les espaces de stockage, les espaces où on va avoir des installations électriques ou encore les laboratoires de chimie, par exemple. Donc la règle APSAD R4, elle va venir définir les vérifications périodiques obligatoires pour les extincteurs avec une vérification de conformité à la mise en service, des inspections visuelles tous les 3 mois, des vérifications périodiques tous les ans, une maintenance additionnelle approfondie tous les 5 ans, ainsi qu'une révision en atelier tous les 10 ans. En matière d'extincteurs, il est aussi possible d'avoir des règles d'implantation donc plus strictes, plus sévères, pour les établissements recevant du public, pour les immeubles de grande hauteur, ainsi que pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Autre équipement d'intervention, le robinet d'incendie armé, qui va permettre donc de lutter contre l'incendie en première intervention, et cela avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Les RIA sont alimentés donc en permanence en eau et ils disposent donc d'une pression et d'un débit suffisant. Ils prennent la forme d'un tuyau semi-rigide, donc roulé sur un dévidoir, et l'installation de RIA est composée donc d'une ou plusieurs sources en eau ainsi que de canalisation et de robinetterie. Là aussi, des vérifications périodiques obligatoires sont définies. Elles le sont par la règle APSAD R5 avec l'obligation donc de mise en place d'une vérification de conformité à la réception de l'installation, puis tous les 10 ans. Également, on doit avoir une surveillance de l'installation trimestrielle, ainsi qu'une maintenance préventive tous les ans, tous les 5 ans et tous les 10 ans, où des points de contrôle différents sont demandés. Dernier point en matière d'équipement d'intervention et non des moindres, donc avec un équipement d'intervention de grande ampleur, donc l'installation fixe d'extinction automatique à eau, qu'on va aussi appeler sprinkler. L'installation sprinkler, elle va permettre donc de détecter tout foyer d'incendie, également de donner l'alarme et soit d'éteindre le feu à ses débuts, soit au moins de le contenir. Le sprinklage, ça va vraiment être adapté donc pour les entrepôts, pour les espaces de stockage. Et avant toute mise en place d'une installation sprinkler, il faudra donc que l'entreprise définisse la classe de risque ainsi que le ou les modes de stockage qui sont en place au niveau de son entrepôt. Concernant les vérifications périodiques obligatoires, c'est la règle APSAD R1 qui les définit pour le sprinklage. On peut voir que les vérifications périodiques obligatoires sont très nombreuses pour ce type d'installation, avec notamment une vérification de conformité et aussi des opérations quotidiennes, hebdomadaires, semestrielles, annuelles, triennales, décennales et enfin une remise en conformité trentenaire. Donc voilà pour les équipements d'intervention. On vous a présenté là seulement les équipements les plus couramment utilisés. Bien évidemment, d'autres équipements peuvent exister. Donc je vais maintenant repasser la parole à Maëwen qui va vous parler du module de gestion des équipements de Previsoft. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a un outil au sein de Lefebvre Dalloz qui vous permettrait de vérifier, finalement, de maintenir le suivi de toutes les vérifications que Laura a expliquées juste au préalable. Il faut savoir que le logiciel, donc que Previsoft, on a une solution qui est modulaire, qu'on appelle ça modulaire. Donc on a actuellement 8 modules. Le module que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est le module qui concerne la partie gestion des équipements, mais on a également d'autres possibilités. Previsoft est un logiciel qui est entièrement Internet, donc full web, où vous allez avoir la possibilité de rajouter autant d'utilisateurs que vous désirez et de reproduire votre structure, c'est-à-dire que vous avez une organisation, une entreprise avec un site ou du multisite avec plusieurs secteurs, vous allez pouvoir le faire sans problème. Concernant l'utilisation, il faut savoir que Previsoft reste un outil qui est en premier lieu assez instinctif, et ça vous permettra, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de gérer la partie réglementaire, c'est-à-dire que finalement, tout ce que Laura vous a expliqué au préalable, vous allez pouvoir le suivre. Il faut savoir, donc on va y retourner, je vais le rediscuter juste à la suite, mais il faut savoir que vous allez avoir la possibilité de paramétrer des envois automatiques de mails en fonction de certains types de déclencheurs, notamment si je prends pour la partie vérification générale périodique, vous allez avoir la possibilité de paramétrer un envoi de mail qui va vous informer que vous avez une vérification qui arrive à échéance et qu'il va falloir renouveler le contrôle. Concernant la gestion par entité, donc au niveau de la structure, vous allez pouvoir créer
justement plusieurs entités. Donc, une entité, c'est une ligne sur la partie à droite qui est encadrée en vert. Donc, vous allez pouvoir créer vos différents sites, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez pouvoir créer vos différents services, vos différentes structures sans aucun problème et avec un nombre illimité d'entités et de niveaux. Le but vraiment, c'est que votre organisation se déploie sans aucun souci dans notre logiciel. Une fois que vous avez créé l'arborescence, le but, c'est de pouvoir stocker finalement les différents équipements et les différents contrôles au niveau des différents lieux que vous avez déportés. Ce qui va vous permettre également au niveau de l'accès du logiciel, vu que tout à l'heure j'ai dit que vous allez avoir la possibilité de créer autant d'utilisateurs que vous désirez, vous allez également pouvoir gérer leurs droits d'accès. Imaginons, j'ai un site A avec un groupe de collaborateurs d'utilisateurs du logiciel A. Vous voulez leur donner un accès juste en lecture sur la partie gestion des contrôles pour qu'ils puissent être informés des différents contrôles qui vont arriver. Vous allez pouvoir le faire sans problème. Mais également, vous avez une partie maintenance qui va gérer, par contre, ce coup-ci, le suivi complet des contrôles. Et là, vous pouvez leur donner un accès total sur votre structure et surtout un accès total au niveau de l'écriture, de l'impression et autres. Concernant le module, le but du module, il se compose de différentes étapes. Vous avez déjà une première étape qui va être la partie renseignement des différentes informations. Et après, dans le module en lui-même, vous allez pouvoir exploiter les informations que vous avez renseignées au préalable. Donc, première chose, vous allez pouvoir renseigner tous vos équipements. Donc, on a différents types d'équipements. Vous allez retrouver vos EPI, vos équipements de protection individuelle, également vos équipements de protection collective et tout autre équipement, donc du type extincteur, REA, sprinkler, tout ce qu'on a noté, tout ce qu'on a évoqué juste au préalable. Une fois que vous avez renseigné vos équipements, vous allez justement pouvoir renseigner les contrôles que vous pouvez réaliser, donc toutes vos vérifications générales périodiques. Pareil, vous allez vraiment pouvoir renseigner les différents contrôles, qu'ils soient réglementaires ou non, internes ou externes, avec la durée de validité. Cette durée de validité, justement, grâce aux alertes mail, de pouvoir avoir un rappel automatique des différents contrôles qui vont survenir. Une fois que vous avez renseigné vos types de contrôle, si ce sont des contrôles externes, vous allez pouvoir renseigner également les organismes de contrôle qui vont réaliser ces contrôles. Donc ici, le but, c'est de réaliser un annuaire globalement de vos entreprises extérieures qui vont avoir un impact sur la partie fabricant ou fournisseur d'équipements, mais également organisme de contrôle de vos VGP. Une fois que vous avez renseigné les différents points, vous allez bien sûr les lier entre eux. C'est-à-dire que vous allez prendre un équipement, vous allez lier un contrôle, etc. Première chose, vous allez dire au logiciel où est-ce que sont situés vos différents équipements. Au niveau de l'arborescence, vous allez pouvoir dire, par exemple, dans la maintenance, j'ai tel et tel extincteur. Dans la partie stockage, j'ai du sprinkler, etc. Vous allez pouvoir vraiment les localiser. Dans cette partie affectation, une chose qui va être importante, c'est que vous allez pouvoir dire quand est-ce que vous avez mis en fonctionnement votre équipement et quand est-ce que vous devez le renouveler. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à l'extincteur doit être contrôlé toutes les années. Mais par contre, au bout de 10 ans, l'extincteur doit être entièrement révisé. Donc, c'est-à-dire que finalement, l'extincteur, vous allez le prendre, vous allez l'enlever. Donc, vous allez avoir une date de renouvellement qui va être de 10 ans et une date de contrôle qui va être tous les ans. Une fois que vos contrôles sont, que vos équipements sont affectés, vous allez pouvoir justement suivre les contrôles sur lesquels sont rattachés vos équipements. C'est-à-dire que globalement, vous allez dire dans cette localisation, par exemple là maintenant, je vais reprendre un exemple via l'extincteur, vous avez l'extincteur qui est affecté à la maintenance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous allez dire pour cet extincteur, j'ai ce type de contrôle. Une fois que vous avez mis ce contrôle, vous allez pouvoir dire quand est-ce qu'il doit être contrôlé, par qui, est-ce que c'est l'interne, est-ce que c'est l'externe. Vous allez pouvoir dire est-ce qu'il a été vérifié lors du contrôle, parce qu'effectivement, vous pouvez très bien avoir un contrôle qui doit avoir lieu à telle date dans votre entreprise, mais par faute de temps, par faute d'accessibilité et également d'équipement, cet équipement n'a pas pu être vérifié, vous allez pouvoir l'attester. Et une fois que cet équipement est vérifié, vous allez pouvoir dire quel est le résultat de ce contrôle. Est-ce que c'est conforme, non conforme? Est-ce qu'il y a un objet pour mémoire? Est-ce qu'il n'y a pas d'objet? Et ça, vous allez pouvoir également y mettre un plan d'action directement sur cette notification. Une fois que c'est fait, le but, c'est de le recycler très rapidement. Vous allez pouvoir le sélectionner et renouveler ce contrôle pour pouvoir relancer finalement cette date d'échéance. La partie code couleur que vous voyez ici à l'écran, ça va vous prévenir que vous arrivez justement sur la fin de validité de votre contrôle. Donc, on va passer du vert au jaune, puis à l'orange. Et une fois qu'on atteindra la couleur rouge, c'est-à-dire que votre équipement doit être renouvelé, la date de contrôle a été dépassée. Il faut
notre module gestion des équipements, on a également une partie dotation des équipements. Mais là, on n'est pas sur de la partie équipement, on va dire, matériel, entre guillemets, on va être sur la dotation d'équipement aux collaborateurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, j'ai donné à ce collaborateur tel équipement, que ce soit un API, que ce soit un véhicule, que ce soit des chaussures de sécurité, tout ça, vous allez pouvoir le lister. La partie dotation, vous allez pouvoir avoir après des fiches bilan qui vont par collaborateur, qui vont vous résumer tous les équipements que vous avez attribués à vos collègues et également que vous avez désattribués. Pour X ou Y raison, vous allez pouvoir notifier la raison. Le casque a été tombé, il est cassé, il a perdu ses gants, les chaussures doivent être renouvelées, etc. Vous allez pouvoir le spécifier. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à ma collègue. Merci Maëwen donc pour cette présentation. Donc on va prendre quelques questions. Pour les questions où on n'aura pas le temps de répondre, on fera un livre blanc par la suite sur le sujet dans lequel on mettra toutes les questions avec les réponses. Donc qu'est-ce qu'on avait comme question? On avait une question concernant la formation pour l'utilisation des robinets d'incendie armés. Donc oui, il faut effectuer des formations de manipulation à l'utilisation des robinets d'incendie armés, tout comme pour les extincteurs, on en a parlé précédemment. En fait, c'est vrai que c'est un rôle spécifique en fait de manipuler un RIA, donc il faut mettre en place une formation sur ce point. On avait une autre question sur l'équipe incendie, bonne pratique ou obligation. En fait, ce qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 personnes, c'est d'avoir une consigne de sécurité incendie. Et au sein de cette consigne de sécurité incendie, on nous demande donc d'avoir des personnes désignées, que ce soit pour l'utilisation du matériel d'intervention, que ce soit pour l'évacuation. Donc en fait, le terme équipe incendie, c'est un usage et c'est pas ça qui est clairement dit comme obligation, mais la consigne de sécurité incendie nous demande d'avoir ces rôles définis, et donc ça revient en fait à mettre en place une équipe incendie au sein de l'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 personnes et celles où sont utilisés des produits ou matières inflammables, mais ça reste bien évidemment une bonne pratique pour les entreprises de moins de 50 personnes. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question concernant le fait d'avoir un responsable d'évacuation. C'est vrai qu'on l'avait pas mis dans les rôles spécifiques qu'on a cités. Après, évidemment, c'était à titre indicatif. Nous, on avait mis donc les chargés d'intervention, les EPI, les ESI et les responsables coupure et arrêt, et les chargés d'évacuation avec les guides-fils et les serre-fils. Oui, ça peut être une bonne idée suivant la taille de l'entreprise. C'est vrai que si on a une grande entreprise, ça peut encore être plus judicieux d'avoir une personne responsable, vraiment un responsable global de l'évacuation, qui permet donc un peu de centraliser toutes les informations en matière d'évacuation, savoir si tout le monde a bien évacué et pouvoir donner ces informations lorsque les sapeurs-pompiers vont arriver sur le site pour intervenir. On avait un point aussi sur le télétravail, le fait d'avoir des guides-fils et des serre-fils et qu'ils ne soient pas toujours présents. C'est pour ça, on l'a dit précédemment, c'est important d'avoir des doublons, si on peut dire, de nommer des titulaires et des suppléants, donc afin d'avoir une sorte de roulement sur la présence des guides-fils et des serre-fils dans l'entreprise et d'en avoir vraiment s'assurer d'en avoir toujours présent sur le site. Donc voilà pour les principales questions qu'on avait relevées. Donc pour les autres, on y répondra au sein de notre livre blanc que vous recevrez par la suite. Donc on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir, bonne journée.